Je suis Bertin Horry, coordinateur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Quel rôle joue la MONUSCO dans la lutte contre les crimes graves dans la province de l'Ituri? C'est le menu d'une interaction entre une couche de la population de l'Ituri et les responsables du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à Bunia. La contribution spécifiquement du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, de la lutte et la prévention des crimes graves ici dans la province de l'Ituri. Des crimes graves. Qu'entend-on par crimes graves? Vous avez des idées? Parce qu'il faut qu'on sache de quoi on parle. Dès maintenant. Soyez pas timide. C'est quoi un crime grave lorsqu'on parle de violation des droits de l'homme? C'est quoi les crimes graves? Crimes contre l'humanité, il y a des génocides, ça ils sont parmi les crimes graves. Merci beaucoup. Il y a quoi d'autre? Allons-y, nous sommes dans la province de l'Ituri, état de siège, il y a des opérations, pour dire quoi? Il y a des conflits, il y a la guerre. Donc, crime de guerre, ok? Quoi d'autre? Tuerie. Donc, les tueries de masse. C'est quoi une fosse commune? La fosse commune, c'est une tombe là où on enterre plusieurs personnes. Merci beaucoup. Donc, vous voyez la gravité, déjà. Ça, c'est un crime grave. Quand on parle des droits de l'homme, quand on parle de violations, c'est des questions qui sont techniques. C'est-à-dire, il y a des normes qui régissent toutes ces questions-là. Les crimes graves sont définis. On les trouve où, les définitions? Ces pays, ça repose sur quoi? Sur quel texte? Qui est signé, ratifié par les États? Le traité de Rome, c'est ça, non? D'accord. Nous avons aussi les conventions internationales relatives aux droits de l'homme. Nous avons des conventions aussi sur le droit humanitaire, international humanitaire. Nous avons des principes directeurs de protection des droits des personnes déplacées. Nous avons quoi encore? Dans les conventions internationales, lesquelles peuvent être pertinentes? Vous en connaissez quelques-unes? Convention droits de l'enfant, c'est ça? Convention 4 contre la torture, mauvais traitement inhumain dégradant. Il y a quoi d'autre? Convention pour les réfugiés. Il y a deux grandes catégories en fait de conventions. Il y a des conventions qui touchent à ce qu'on appelle les droits civils et politiques, et d'autres les conventions qui portent sur les droits sociaux, économiques et culturels. Il y a des conventions assez spécifiques, sur les personnes vivant avec albinisme, les personnes atteintes vivant avec handicap, et j'en passe. Donc c'est pour vous dire le corpus qui régit ces graves violations dont nous parlons. Il y a aussi, puisque je parlais des crimes de guerre, n'est-ce pas Richard? Il y en a 4 conventions de Genève qui régissent le droit de la guerre. Même pour faire la guerre, il y a des règles, il y a un droit. Il y a un droit sur la protection, effectivement. Ça rejoint ce qu'on appelle le droit international humanitaire, où il faut distinguer les combattants des non-combattants. C'est très important ici en Ituri. Il y a des populations civiles qui peuvent être infiltrées par des groupes armés, qui peuvent être aussi entre le marteau et l'enclume au cours des opérations. Et donc toutes celles-là, il faut les distinguer. Les civils doivent être protégés. Et ça, c'est le mandat crucial de la résolution
qui établit la MONUSCO, la protection des civils, y compris au cours des opérations. À ce stade, est-ce qu'il y a des questions? Parce que je ne suis pas un professeur, je suis venu échanger avec vous. Question. Moi, je suis officier des droits de l'homme. Si vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre, je vais vous dire que je ne peux pas y répondre. Mais ça ne vous interdit pas de poser la question. Je pense que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme mène beaucoup d'enquêtes. J'aimerais un peu présenter ici la situation de la bureau centrale de Bunia. Parfois, nous constatons que votre bureau, permettez-moi, vous partez là-bas pour observer. Mais nous ne sentons pas d'une manière directe votre implication. Dans quel sens? Les détenus ont leurs droits et le gouvernement congolais avait signé beaucoup de traités. Mais aujourd'hui, ce qui se passe là-bas, c'est trop vraiment déplorable. Qu'est-ce qui est de concret, vous, du Bureau conjoint des Nations Unies, vous avez déjà apporté comme solution face à cette population qui se trouve là-bas? Le BCNUDH, on y vient. Comment nous pouvons lutter et prévenir les graves violations? Ça, c'est le travail que nous faisons au quotidien. Mais on ne le fait pas seul. On le fait avec la Commission nationale des droits de l'homme, la coordination provinciale qui est ici, que nous appuyons. Et nous avons même un projet, en ce moment, qui a été validé pour construire leur bureau, pour qu'ils soient visibles, pour que la population aille déposer des plaintes chez eux. Je crois que souvent, on doit travailler encore avec eux pour mieux faire connaître cette institution nationale des droits de l'homme. La MONUSCO est dans une phase de transition. Je ne vous apprends rien. Donc le travail qu'on fait maintenant, c'est essayer de renforcer les capacités des institutions nationales des droits de l'homme, renforcer les capacités des acteurs de la société civile, renforcer les capacités des autorités, des représentants de la population. Je vois qu'il y a plein de représentants des communautés ici. Renforcer leurs capacités sur quoi? Sur les droits de l'homme, sur le monitoring, sur la surveillance des droits de l'homme dans l'Ituri. Il ne suffit pas juste de dénoncer, il faut documenter. C'est quoi documenter? Documenter la situation des droits de l'homme, documenter les abus et violations des droits de l'homme. C'est quoi la documentation? Documentation, c'est écrire le fait qui est commis sur le terrain. Merci. Lorsqu'il y a une violation qui est commise, mettons à Fataki, elle est rapportée. Elle peut être juste une allégation. Elle peut être une rumeur. Avec les réseaux sociaux, en ce moment, on en a, tout le monde y trouve son compte. Mais il faut vérifier l'information. Et ça, c'est une activité vraiment qui est délicate. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons de violation des droits de l'homme, surtout de crimes graves, ou bien graves violations des droits de l'homme, c'est l'autorité qui est mise en cause. Et on ne peut pas, avec légèreté, accuser l'autorité. Mais ce n'est pas une accusation. Parce que après il y a le procès. Je parle de mise en cause. Le travail que nous faisons au quotidien, avec vous et avec les autorités, pour être informés de toutes les violations qui se commettent sur le territoire, dans la province de l'Ituri. Il faut qu'on sache, à la fin de la journée, ce qui s'est passé. On dit qu'il y a eu une attaque à Komanda. Qui a attaqué? Est-ce qu'il y a un bilan? On dit que les forces de l'ordre ou bien de défense et de sécurité sont intervenues. Elles ont protégé qui? Elles-mêmes ont été affectées par des tirs. Est-ce qu'il y a des morts? Est-ce qu'il y a des blessés? Ils se trouvent où? Est-ce que des personnes ont été arrêtées, capturées? Ces personnes-là, comme j'ai rappelé tout à l'heure, les conventions de Genève et le droit international humanitaire doivent être mises à la disposition de la justice. Donc on enlève tout ce qui est torture, mauvais traitement, et on parle du droit des détenus, y compris des droits des personnes capturées dans un théâtre d'opération militaire. Ces personnes-là doivent répondre de leurs actes devant les institutions judiciaires. Ici en Ituri, comme en RDC, pour ce qui concerne les groupes armés, la compétence est dévolue à l'autorité militaire.
l'AMS, l'AMG et tout cet appareil-là. Le BCNUDH ne pourrait pas se substituer à l'État. Ce n'est pas en tout cas le mandat que nous avons. Le mandat est celui du Conseil de sécurité qui établit naturellement la mission en accord avec le gouvernement de la RDC. Et tous les points d'action sont discutés. Il n'y a aucune improvisation dans notre travail. Le gouvernement sait avec qui on travaille et comment on travaille. Il y a aussi la protection des victimes, des témoins et des sources. C'est important pour un procès juste et équitable. Et c'est important même pour tout justiciable. Donc notre monitoring va aussi s'appesantir sur ces questions-là. Concrètement, nous avons récemment, vous savez qu'à Boga et Tchabi, au territoire d'Iremou, il y a eu des attaques. Le point culminant, probablement, c'était le 30 et le 31 mai. Mais je ne vais pas aller plus dans les détails parce que ce n'est pas ce qui peut nous emmener à mieux saisir la matière. Mais c'est juste un exemple. Hein. Nous avons dépêché une mission des droits de l'homme, une mission d'investigation. Un rapport des droits de l'homme, un rapport du BCNUDH n'est pas un rapport d'enquête. C'est des enquêtes des droits de l'homme, ce ne sont pas des enquêtes judiciaires. Il faut respecter la souveraineté du pays hôte. Même si c'est sur la base de la résolution que nous travaillons ici, avec les autorités et surtout en appui aux efforts des autorités pour lutter contre les crimes graves, les violations graves. Donc notre rapport, nous le partageons avec les plus hautes autorités de la province et nous faisons le plaidoyer avec l'autorité militaire judiciaire. Et si elle juge crédible et fiable les éléments que nous avons collectés sur le terrain, au gré d'entretiens, de visites, sans aucune discrimination, il faut que chacun soit entendu. À ce moment-là, la justice militaire décide de mener une mission d'investigation, pour ne pas dire une mission d'enquête. Ça devient une enquête judiciaire. Nous enregistrons, nous encodons tous les cas que nous documentons. Nous les mettons à jour. Donc les mêmes informations que nous partageons avec l'AMS ici, elles sont directement partagées avec tout le mécanisme onusien, celui de Genève sur les droits de l'homme. Et donc tout notre travail consiste à renforcer la responsabilité des autorités pour qu'elles respectent surtout leurs obligations. Je peux m'arrêter là. Donc ce travail de documentation est essentiel parce qu'il est vraiment en amont de toutes nos activités. Le travail de partenariat aussi, personne n'en a le monopole pour les droits de l'homme, y compris le BCNUDH. Mais c'est pour ça que nous travaillons avec la société civile, nous travaillons avec la CNDH, et etc. Il y a une question? Ma première question est celle-ci. Parfois, dans les attaques, il peut arriver que l'ennemi se déplace avec des femmes et des enfants, alors que le droit international humanitaire interdit, par exemple, aux militaires de prendre ce genre de personnes comme cible. Est-ce qu'on peut concevoir une application contextuelle de ces conventions de Genève dans des régions, par exemple, qui connaissent le genre de guerre asymétrique? La deuxième question est celle de savoir pourquoi les Nations Unies n'ont pas beaucoup milité sur la création des fonds pour les victimes en RDC. Y a-t-il pas moyen qu'on arrive à créer un fonds pour les victimes en RDC comme on a créé le fonds pour les victimes des crimes jugés par la CPI? Et l'auditeur est mieux placé que moi pour le dire sur la réparation civile. On condamne, et l'auditeur est très engagé, et Dieu merci, des officiers, des soldats, voilà, des gens des forces de défense et de sécurité. Mettons sur le viol. Il y a beaucoup de viols, n'est-ce pas? Mais on condamne facilement, on peut condamner quelqu'un à 12 ans de servitude pénale. Mais là où il y a le problème, c'est la réparation civile, c'est-à-dire l'argent. On n'a pas encore trouvé ce système-là. Peut-être que l'auditeur va placer mot.
Bon, il y a des mécanismes également qui sont en vue dans d'autres cieux avec les ombudsman et autres. On sait comment indemniser. Mais pour le moment, c'est pas encore poussé, l'indemnisation. Dans le cas de réparation aux victimes, on peut également, parce que la personne devient victime, on peut également réfléchir en ce sens. Donc, vous devez justement travailler sur ces questions-là et ne sous-estimez pas votre plaidoyer auprès des autorités. Souvent, parmi vous, beaucoup accompagnent les victimes, mais donc connaissent les préoccupations. Il ne suffit pas d'aller sur les réseaux sociaux pour dire que les autorités n'ont rien fait. Encore faut-il aller les informer. Vous devez respecter les fonctions des autorités. Et pour les droits de l'homme, on n'a pas d'autre choix que de renforcer la coopération avec les autorités. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Parce que c'est l'autorité qui a le pouvoir. Tout est dit. Le pouvoir de quoi? Prévenir la violation, de lutter et de faire droit aux victimes. Donc, il faut construire la relation. Il y a une question? Oui. Mais j'ai deux questions seulement. Si c'est l'État qui commet un crime contre l'humanité, contre la population civile, vous faites quoi? Deuxième, si c'est membre des communautés internationales, comme MONUSCO, commet un crime contre la population civile, vous faites quoi? Merci. Il y a l'assistance, ce qu'on appelle la coopération technique, pour aider les États à respecter leurs obligations. Et ça, c'est essentiel. Tout à l'heure, je vous ai parlé des procédures spéciales, mais je pourrais ajouter ce qu'on appelle l'examen périodique universel. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Tous les États membres de la communauté internationale s'asseyent devant un conseil et leur situation des droits de l'homme est examinée dans les moindres détails. L'examen périodique universel. Je vous encourage à vous documenter là-dessus et vous allez voir que c'est pas toujours drôle pour beaucoup de représentants de nos États africains. Tous les rapports, y compris de la société civile, sur la situation du pays sont acceptés. Les éléments qui sont contenus dans ces rapports, il y a des rapports nationaux, le rapport du gouvernement, mais il y a des rapports alternatifs. La société civile doit faire des rapports et les envoyer là-bas. Donc, vous pouvez imaginer qu'un État qui est souverain, à qui on demande comment il gère son pays. Mais ça, c'est la question des droits de l'homme qui permet ça. Parce que c'est des droits universels et tout le monde est intéressé de savoir comment tu les respectes chez toi. Et tu dois répondre. Citation à la haine. Haine raciale, haine tribale, etc. Y compris même à la haine de la MONUSCO. Pourquoi pas? Il y a des manifestations pour ça, non? Mais c'est le droit aussi des gens de manifester, de ne pas être d'accord, de demander plus d'explications, de chercher à comprendre. Mais commencez par comprendre en lisant la résolution. Ça va déjà vous aider à ne pas tout faire porter à la MONUSCO, sur la tête de la MONUSCO. Parce qu'à force de le faire, moi je serai congolais, au bout d'un moment, je vais me demander si mon pays est occupé. Est-ce que mon pays c'est le Kosovo? On voit beaucoup de partenaires qui viennent nous voir pour dire, oui, les autorités n'ont pas fait si. Ok. Est-ce que vous êtes allé rencontrer l'autorité avant de venir nous voir? On voit des notes qui circulent où on accuse des officiers ici et là. Et non, celui-là, il a violé tel, il a fait ça. Vous connaissez les victimes présumées? Si vous les connaissez, orientez-les vers la justice pour qu'elles portent plainte. Et à ce moment-là, nous, comme on travaille avec la justice, on va faire le suivi de la plainte. Mais quand vous ne faites pas tout ça et que vous dites que, même pour la protection des civils, on attaque quelque part, on demande que fait la MONUSCO. Posez-vous d'abord la vraie question, que font les forces de défense et de sécurité? Ce n'est pas pour les accabler, mais ce sont elles les autorités. La protection des civils sur le territoire de la RDC, cette responsabilité incombe au gouvernement. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci beaucoup, on peut applaudir. Et qu'est-ce qui a motivé l'organisation de cette conférence interactive? Réponse avec Richard Pitoua, directeur de la radio Canal Révélation. Nous avons vu que il y avait pas, la voix de gens qui subissent les crimes n'était pas entendue.
on vous tue, on vous pille, on vous vole, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est fait. Et les gens se plaignent aussi que bon, l'auditeur supérieur, il est très loin. Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'on peut discuter avec lui, hein? Le chef de bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, on ne peut pas le voir tout le temps. Donc ici, nous l'avons amené devant les gens parce que les gens veulent tout ce que la MONUSCO fait, tout ce que la justice fait, c'est pour rendre à la population ses droits en fait, pour que nous soyons dans un monde qui est sain, qui est juste, etc. Et donc cette population, cette base-là, devait être en contact avec les autorités. Nous avons fait cette interaction. Vous voyez, même pour le fonds au profit des victimes, de gens qui sont venus de la Haye, de Kinshasa et d'autres qui sont basés à Bunia ici, qui étaient en contact direct avec la population. Ils ont discuté. Ça, c'est un peu rare. Initiative saluée par les participants qui déclarent acquérir nombreuses connaissances. Vraiment, c'était une conférence salutaire. Nous les félicitons pour cette organisation. Et nous avons particulièrement aimé toutes les interventions. Ce sont des interventions pertinentes et des interventions qui amènent un plus dans la compréhension du contexte et aussi dans la compréhension des efforts qui sont fournis par les uns et les autres dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les différents crimes graves, des crimes commis dans le contexte de l'état de siège et aussi dans le contexte des conflits armés en général que la province est en train de traverser depuis un certain nombre de décennies déjà. Rappelons que cette conférence interactive d'une journée a été organisée par la Radio Canal Révélation avec l'appui financier de son partenaire OSISA.